Bonjour, je m'appelle Ellie et j'ai 9 ans et j'ai une question. Est-ce que les hommes préhistoriques avaient des prénoms et des noms? Bonjour, je m'appelle Achille, j'ai 13 ans et je voulais savoir si on avait des preuves si les enfants préhistoriques avaient reçu une éducation par leurs parents. Je m'appelle Adrien, j'ai 10 ans et j'aimerais savoir si les enfants de la préhistoire allaient à l'école. Bonjour, je m'appelle Valentin, j'ai 4 ans et est-ce que les hommes préhistoriques avaient des doudous? Bonjour, je m'appelle Samuel, j'ai 4 ans. Je voudrais savoir que les hommes préhistoriques avaient des jouets. Bonjour, je m'appelle Abigail, j'ai 12 ans et j'aimerais savoir comment les hommes préhistoriques mesuraient le temps. Merci. Je m'appelle Oscar, j'ai 8 ans. Est-ce qu'il y avait des fêtes particulières à la préhistoire? Bonjour, alors je vous retrouve aujourd'hui pour répondre à plusieurs questions ayant trait à la place des enfants chez les chasseurs, pêcheurs, cueilleurs, nomades, semi-nomades de la préhistoire et en particulier du paléolithique. On va aussi poser des questions sur les apprentissages, les hommes préhistoriques allaient-ils à l'école? Et puis enfin, on est curieux de savoir si ces enfants avaient des jouets pour s'amuser. Et pour finir, nous aborderons la question de la mesure du temps par les hommes préhistoriques. Alors, on peut commencer effectivement par rappeler que ces hommes sont donc des chasseurs, pêcheurs, cueilleurs, nomades, semi-nomades, ce qui veut dire qu'ils déplacent régulièrement leur campement au gré des saisons et de besoins particuliers. Les outils fabriqués par ces hommes et utilisés par ces hommes, et quand je dis hommes, attention les enfants, je parle aussi des femmes, des enfants, étaient fabriqués à partir de la pierre, notamment dans un premier temps, puis très rapidement à partir de matières dures animales, de l'os, des bois de cerf, des bois de renne ou encore de l'ivoire, hein, les fameuses dents de mammouth dont nous avons déjà parlé. Alors, je reviens sur les vitrines du musée et on va s'intéresser à cette notion d'apprentissage. Alors, bien entendu, au Paléolithique, l'école, au sens institutionnel où nous l'entendons, n'existait pas encore. On imagine que la cloche ne sonnait pas dans les campements de la préhistoire. Mais il y avait quand même d'assez nombreux apprentissages qui devaient être transmis d'individu à individu. Certainement beaucoup de temps. On le sait, dans le monde animal, l'observation est une règle. Les petits observent les adultes pour pouvoir ensuite chasser ou encore approcher une proie, développer des techniques qui leur permettent d'assurer leur subsistance, de se nourrir. Eh bien, on peut imaginer que pour les hommes de la préhistoire, il en a été de même. Les enfants ont certainement passé beaucoup de temps à observer les adultes se livrer à des activités quotidiennes, notamment la taille des roches dures, la taille de la pierre. Ici, vous apercevez une petite vidéo dans laquelle un expérimentateur, un archéologue aujourd'hui reproduit les gestes qui permettent de fabriquer un biface. Ces gestes sont extrêmement calculés. On ne taille pas un outil dans un bloc de pierre en tapant n'importe comment, n'importe où, avec n'importe quoi. Il y a des règles à comprendre, il y a une matière première, la pierre, et en l'occurrence le silex, dont il faut apprendre les propriétés. Et ce biface que vous voyez ici dans la vitrine, pivote sur lui-même. Il est joli, il a une forme de poire ou d'amande. Et quand on le regarde pivoter sur lui-même, on comprend que pour fabriquer un tel outil, il faut maîtriser une notion de géométrie essentielle, la symétrie. Donc, vous voyez que fabriquer des outils au Paléolithique n'est pas une chose aussi facile, aussi aisée qu'on l'imagine. Et bien sûr, ceci nécessite
un apprentissage. Alors, nous avons quelques exemples montrant effectivement que des notions ont été transmises. Il y a dans le Bergeracois, pas loin de Bergerac, un site où on a pu repérer plusieurs postes sur lesquels on a taillé le silex. Alors, quand on taille du silex, cela produit des éclats sur le sol. Et ces éclats, je vais essayer de vous montrer quelques exemples, ces éclats vont être découverts par les archéologues. Et ici, en l'occurrence, il s'agit de la fabrication d'un biface. Ces éclats, on va les voir s'accumuler donc au sol. Sur ce site du Bergeracois, on a retrouvé et les éclats liés à la taille du silex et les outils et les blocs desquels on a détaché les éclats. Et on a pu se rendre compte que sur certains postes, il y avait une personne qui taillait très bien le silex, cela produisait des éclats très réguliers. Et puis, à d'autres postes, des personnes taillaient le silex de manière beaucoup plus irrégulière. On peut imaginer là l'image d'une personne très à son affaire, un bon tailleur de silex, et autour de cette personne, eh bien, quelqu'un qui a un petit peu plus de difficulté à produire des outils. Alors, quelle était la place des enfants dans les groupes du Paléolithique? Pour pouvoir évoquer cela, je vais rejoindre la galerie haute du musée. Voilà. Alors, parmi les questions que vous m'avez posées, il en est une très intéressante où vous vous demandez quelle était la place des enfants au sein des groupes de chasseurs, pêcheurs, nomades, collecteurs, nomades, semi-nomades du Paléolithique. Et je vais pour cela m'appuyer sur un exemple pris au sein de nos collections. Alors, on va pouvoir découvrir ici, alors ce n'est pas très gai, mais on va découvrir ensemble un squelette. Le squelette, alors c'est un peu triste, mais d'un enfant qui a été découvert à l'abri de la Madeleine, un site bien connu des personnes qui s'intéressent au Paléolithique. Cet abri sous roche se trouve sur le cours de la Vézère et il a été occupé à la fin du Paléolithique. On a pu, par la découverte d'outils, définir une culture à partir de ce site, le Magdalénien. On l'appelle l'âge du renne. En effet, les chasseurs sur ce site ont, pendant cette période, et pas seulement sur ce site, beaucoup chassé le renne lorsqu'il était présent. Alors, ce site a été fouillé par le fondateur de notre musée et il a découvert en 1926 une petite tombe dans laquelle reposait le squelette d'un enfant. Un enfant âgé de 3-4 ans. Alors, on ne sait pas de quoi cet enfant est mort. C'est un peu triste, mais effectivement, il est mort beaucoup trop jeune. Et quand cette tombe a été fouillée, on a remarqué qu'il reposait dans la fosse, allongé sur le dos. Et à chacune de ces petites articulations, on a retrouvé des bijoux au niveau de ses chevilles, de ses genoux, de ses hanches, de ses poignets, de ses coudes, de ses épaules et sur son crâne. Et vous découvrez là, effectivement, les petits bijoux dont je vous disais qu'ils apparaissaient au niveau des chevilles, des genoux, des poignets, des coudes, des épaules et du crâne de cet enfant. Nous allons tout de suite découvrir ces petits bijoux qui sont exposés dans les vitrines du Musée national de préhistoire. Voilà. Alors, la fabrication de bijoux se développe essentiellement, pas seulement, mais essentiellement, et de manière très soutenue, avec l'Homo sapiens.
parmi les matières utilisées pour faire des bijoux, il y a des coquillages, il y a des pierres, il y a des dents d'animaux et même parfois des dents humaines, c'est plus rare. Ici, dans les bijoux qui constituaient la parure de l'enfant de la Madeleine, il y avait des petits coquillages qu'on appelle des dentales. Alors, je vais vous montrer ces dentales entiers. Voilà, on va aller voir une autre vitrine. Voilà, voilà ce qu'est un dental. Ces petits coquillages creux, allongés, que vous voyez au centre de l'image, qui font à peu près 5 ou 6 cm de long. Eh bien, sur l'enfant de la Madeleine, on avait coupé ces dentales en tout petits bouts pour faire des perles et on avait particulièrement pris soin à choisir des dentales de très petite taille, extrêmement petits. Associés à ces dentales, et il y en a là 1275, il y avait d'autres petits coquillages, des turritelles ici percées, des néritines percées, mais aussi une canine de renard sur la gauche, une phalange de lapin et un autre petit os de lapin percé, ainsi qu'une vertèbre de poisson. Tous ces petits bijoux, comme je vous le disais, étaient cousus sur le vêtement de peau que portait cet enfant. Cela devait être un très beau vêtement. On a d'ailleurs d'abord pensé que ce vêtement avait été fait pour les funérailles, pour l'enterrement. Et en regardant au microscope ces petits bijoux, on y a vu des traces d'usure, montrant que sans doute ce vêtement avait été porté ainsi que les bijoux du vivant de l'enfant. Un enfant qui certainement, dans son groupe, occupait une place tout à fait particulière. Difficile de préciser laquelle. Était-ce l'enfant d'une personne qui avait une autorité particulière ou un enfant qui lui-même avait une autorité particulière? On ne le saura jamais. Mais il est intéressant de constater qu'au Paléolithique, qu'on soit un adulte, un enfant, un homme ou une femme, on a pu bénéficier de l'attention soutenue de tout son groupe humain. Voilà, l'enfant de la Madeleine. Alors, on m'a demandé si les enfants du Paléolithique, et plus largement d'ailleurs, on m'a posé la question de savoir si les hommes du Paléolithique avaient des doudous ou des jouets. Alors, je ris, mais c'est un peu bête de rire parce qu'on peut imaginer effectivement qu'ils aient porté une affection particulière à une attention et peut-être même une affection particulière envers quelques objets. Tenez, par exemple, on pense souvent, quand on pense préhistoire, à des hommes qui passent leur temps à pratiquer la chasse, la pêche, la cueillette, à penser à ce qu'on appelle la subsistance, manger, boire, dormir. Eh bien, regardez, vous avez dans cette vitrine des petits fossiles qui ont été collectés. En haut, ce sont des dents de requin qui ont probablement été portées en pendentif. Il y a même en bas des oursins fossiles. Ces gens étaient déjà suffisamment curieux pour collecter dans leur environnement des objets qui leur paraissaient soit beaux, soit très intéressants. Savaient-ils qu'il s'agissait là de dents de requin? J'en doute. Le requin avait disparu du Périgord depuis fort longtemps, mais l'objet a dû les intéresser. Ils ont dû trouver ça joli. Ils les ont retrouvés dans les massifs calcaires de notre région, puisque ce calcaire résulte du retrait de la mer et de la fossilisation des sédiments marins. Voilà pourquoi on y retrouve des choses aussi étonnantes que des dents de requin. Donc, on voit que ces gens étaient curieux de nature et curieux par nature. Ont-ils possédé des jouets? Là, ce serait difficile de pouvoir répondre, mais il y a des objets qui certainement... pour lesquels certainement ils avaient une forme d'attachement particulier. Alors, peut-être des armes. Ici, nous avons un très bel objet qui a été sculpté sur de l'ivoire de mammouth. C'est une arme en fait, un crochet de propulseur. Malheureusement, le manche de ce propulseur est un peu cassé. On ne voit plus que la partie décorée
d'un possible bébé bison, un bisonneau. Il est très joli. Et puis, au-dessus, une des pièces maîtresses de notre musée, le célèbre bison Soléchant, trouvé sur le gisement de la Madeleine. On ne sait pas si ça a été une arme ou un outil, difficile de le préciser, mais on a apporté sur ce morceau de bois de Rennes une décoration extraordinaire. Je partage avec vous une image pour le voir un peu plus précisément, un peu plus clairement. Voilà, le bison Soléchant de la Madeleine. Regardez, il fait un peu plus de 10 cm de long et il représente un magnifique bison des steppes qui vivait dans la steppe à mammouth pendant notamment les périodes froides. Il est magnifiquement détaillé. On voit sa tête tournée vers son dos, vers son flanc, sa bouche est entrouverte et il tire la langue. Alors, il ne tire pas la langue à son voisin, il est en train de lisser son pelage, peut-être de chasser quelques parasites. On voit le détail de son naseau, on voit le détail de son œil et du larmier par lequel s'échappent les larmes. On voit aussi le détail du pelage qui est différent. Donc, les hommes préhistoriques ont-ils eu des jouets? Je ne sais pas, mais ils ont en tout cas fabriqué des objets qui nous montrent que leur vie n'était pas uniquement préoccupée ou concentrée sur la subsistance. Je vous montre là le revers de l'objet du bison Soléchant que nous venons de voir. Alors, on voit qu'on a raclé à l'aide d'outils en silex toute la surface du bois de Rennes pour bien faire apparaître cette forme particulière, cette grosse bosse qu'avait le bison des steppes au niveau de l'épaule, qui n'est pas dans les collections du Musée national de préhistoire. Cet objet a été sculpté dans un ivoire de mammouth. Il fait 30 cm de haut. C'est un homme à tête de lion. Regardez cette magnifique tête de lion, ce corps incroyable, hiératique, droit, et ses bras ici. Une figure très énigmatique. On a voulu y voir un symbole particulier. Probablement ni un doudou, ni un jouet, mais encore une fois, un objet qui nous montre à quel point ces gens étaient d'habiles sculpteurs. Il y a un autre objet ici très joli qui vient d'Allemagne comme le précédent, un joli petit cheval et vous voyez qu'il ne fait pas plus de 4 cm de longueur, très délicatement représenté. Et puis enfin, pour finir de vous convaincre que ces hommes ne pensaient pas qu'à la subsistance, on a retrouvé, ceci est encore une pièce qui a été retrouvée en Allemagne, sur un os de vautour, une flûte, vous voyez, qui a été, voilà, un os qui a été perforé. Il y a plusieurs perforations. On va donc pouvoir émettre plusieurs sons et pourquoi pas produire des harmonies. Voilà. Alors, j'espère que vous aurez trouvé quelques réponses. Il me faut maintenant répondre à la question de savoir s'il y avait une notion du temps et comment le temps était mesuré par les hommes préhistoriques. Alors, évidemment, à l'époque, il n'y avait pas d'horloge. Voilà. Et donc, pour mesurer le temps, on se référait certainement au cycle des astres et notamment le cycle de la Lune, on va en parler tout de suite, mais également aux saisons. Les saisons qui faisaient alterner un temps plus ou moins doux et une végétation renaissante à chaque printemps. Et puis, dans cette saisonnalité, dans ces saisons qui se succédaient, il y avait les animaux, les migrations d'animaux. On peut notamment évoquer les poissons, les saumons qui remontaient la rivière pour se reproduire. Donc, tous ces petits éléments observés dans la nature constituaient certainement des jalons pour mesurer le temps. Et on sait que certains habitats d'hommes préhistoriques étaient occupés à certaines saisons, à des saisons particulières. Donc, on est convaincu que la notion de temps n'échappait pas à ces hommes. Alors, je partage avec vous cet objet qui est en fait une petite lame d'os qui fait quelques centimètres. Et sur cette lame d'os, il y a certes des stries, mais il y a également
il y a également des petites ponctuations, vous le voyez, des petits points. Alors, on a retrouvé cette lame d'os, mais on en a retrouvé ici une autre. Voilà, ici, c'est l'abri Lartet, qui se trouve tout près du Musée national de préhistoire, et là, l'abri Blanchard, dans un magnifique site, le vallon de Castelmerle. Et sur cette lame d'os, là encore, on aperçoit des petits points dont la taille varie, la taille et la forme varient. On a supposé que ces deux lames en os laissaient apparaître le cycle de la Lune. Vous voyez, hein, la Lune qui va petit à petit grossir pour être pleine, puis diminuer jusqu'à n'être plus qu'un petit croissant. Alors, il n'y a pas de certitude sur la représentation de ce calendrier lunaire à l'abri Blanchard, il y a 30 000 ans, ou encore à l'abri Lartet, mais ce sont peut-être des indices intéressants. Voilà. Alors, une personne m'a également demandé s'il existait des fêtes à la préhistoire. Y avait-il de grandes fêtes pendant le Paléolithique? Alors, difficile de répondre à cette question, mais nous avons quelques sites sur le cours de la vallée de la Vézère et on pourrait certainement transposer cela à d'autres régions, notamment le gisement de Laugerie-Haute, un immense abri sous roche qui offre 8000 mètres carrés de surface habitable. Ce n'est pas négligeable. Là-bas, on a installé des occupations successives durant plus de... Non, je dis des bêtises. En fait, l'abri sous roche ne faisait pas 8000 mètres carrés, mais je crois 4000 mètres carrés, ce qui est déjà en soi assez conséquent. Et on a occupé cet abri à plusieurs reprises sur plus de 8000 ans. Pas de manière continue, hein, mais ponctuellement. On a découvert dans cet abri sous roche des bijoux constitués d'éléments qui viennent parfois de régions lointaines, des pierres avec lesquelles on a fait des outils venant de régions lointaines. Il y avait des objets décorés en grande quantité et même des gravures sur les parois de l'abri sous roche. On a voulu voir dans ce site qui se trouve au bord de la Vézère, tout près d'un passage, un gué naturel par lequel les hommes et les animaux pouvaient traverser la rivière sans avoir de l'eau au-dessus de la tête, on a voulu imaginer que ce site était un site d'agrégation, un endroit où des groupes humains pouvaient venir à certaines périodes de l'année pour échanger des matières premières, des objets, des techniques permettant de fabriquer des outils ou même peut-être des choses ayant un peu plus trait à ce qu'on appelle le monde symbolique, des objets d'art mobilier ou d'autres considérations. Donc oui, les gens au Paléolithique se rencontraient et on peut imaginer que cela donnait lieu à de bons moments festifs. Voilà, j'espère avoir répondu à quelques-unes de vos questions et je me tiens prête pour répondre à d'autres questions dès demain. À bientôt!